Un, 2, 3. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 2 podcast lecture. Le thème de cet épisode, ce sera les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Le fameux livre de développement personnel best-seller de Stephen Covey, je sais pas comment ça se prononce. Donc avant de commencer, pourquoi parler de ce livre? Eh bien, j'estime que c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde, notamment pour les jeunes. Les jeunes qui ont 15, 18, 20 ans. Je pense que c'est le bon moment pour lire ce livre. Donc les 7 Habits, c'est du développement personnel, mais ça n'a rien à voir avec le blabla développement personnel que vous pouvez connaître sur ces 10-15 dernières années. Les 7 habitudes, c'est pour moi, c'est un peu ma Bible. Pour la petite histoire, j'ai lu ce bouquin la première fois de ma vie quand j'avais 19, 20, entre 19 et 22 ans je crois. Donc j'ai lu ce livre, ça m'avait déjà énormément éclairé sur beaucoup de choses dans ma propre vie, sur mes questionnements, etc. Et je l'ai mis de côté. Je me souviens, je m'étais arrêté au chapitre 6, donc à la 6e habitude. J'avais un peu survolé les 3-4 derniers chapitres. Et donc je l'ai mis de côté ce bouquin. Je l'ai même carrément perdu. Et justement, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, parce que en retrouvant ce livre, je l'ai feuilleté un petit peu. J'ai relu les annotations que j'avais faites, les passages surlignés, etc. Ça m'a donné envie de le relire. Et en fait, en le relisant, je me suis rendu compte que dans ma vie actuelle, 10-15 ans après avoir lu ce bouquin, eh bien, indirectement, au travers de mes actions, même de mes paroles, il y a beaucoup de ce bouquin. Enfin, je me suis beaucoup imprégné de ce bouquin, en fait. Et donc, sans m'en rendre compte, il y a eu énormément d'effets positifs à lire ce livre. Et c'est pour ça que je tenais à partager un petit peu le contenu de ce livre, et en tout cas en espérant que ça vous donne envie à votre tour de le lire, surtout pour les petits jeunes. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc on va commencer avec l'introduction. Et que dire pour introduire ce livre? Eh ben on va commencer par parler de l'équilibre PCP. Et là tu vas me dire, mais c'est quoi l'équilibre PCP? Mais justement, c'est pour ça qu'on est là. On va en parler. Donc l'équilibre PCP, P pour production et CP pour capacité de production. C'est une notion que l'auteur parle au début de son bouquin. Et pour imager tout ça, parce que ouais, en vrai on comprend pas de quoi ça parle, et ben il va utiliser l'histoire de la poule aux œufs d'or. Donc dans cette histoire, la poule c'est la production. Non, la poule, c'est la capacité de production, et la production, c'est les œufs d'or. Ouais, donc là, je fais ça de tête. Et donc, dans cette histoire, pour se remettre un peu dans le bain, c'est un fameux fermier qui s'occupe d'une poule, et le lendemain, il se rend compte qu'elle a pondu un œuf. Mais c'est pas n'importe quel œuf, c'est un œuf en or. Et là, il se dit, bah, c'est bon, c'est le jackpot, quoi. Parce qu'au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, tous les jours, il a son petit œuf d'or, donc il récolte, et jusqu'au jour où il en a marre d'attendre, donc il fait tout pour optimiser la capacité de production, donc il fait tout pour que sa poule produise un maximum d'œufs en or, jusqu'au jour où sa poule elle meurt. Il a trop pensé aux œufs d'or et pas assez pensé à sa poule. Et il y a eu déséquilibre entre la poule et les œufs d'or. Il y a eu déséquilibre entre la production et la capacité de production. Il a négligé la capacité de production de sa poule à faire des œufs d'or, et il s'est trop concentré sur la production des œufs d'or. Et donc l'équilibre PCP, il parle de ça dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans le couple, dans les relations, quelles qu'elles soient, etc. Par exemple, au travail, je vais
laisse-moi feuilleter vite fait. Je vais te lire un passage qui va t'illustrer un peu mieux ce que je viens de te raconter. Donc, le principe CP nous apprend qu'il faut toujours traiter ses employés comme l'on traite ses meilleurs clients. On peut acheter les mains d'un employé, mais on ne peut pas acheter son cœur. Or, c'est dans le cœur que réside l'enthousiasme et le dévouement. On peut acheter son dos, mais pas son esprit. Or, c'est là que vivent la créativité, l'ingéniosité et les ressources. Donc là, je te laisse faire le parallèle avec l'histoire de l'œuf, des œufs en or et la poule. L'efficacité repose sur cet équilibre. Une vision trop restreinte de la production ruine la santé, use les machines, fait fondre les comptes en banque et détruit les relations. L'équilibre PSCP constitue l'essence même de la constructivité. Et donc, je vais en revenir sur mon exemple. Je vais changer d'exemple, je vais prendre l'exemple du travail. Tu prends le travail à l'usine, imaginons, tu fais un taf de merde, où tes patrons, ils ne pensent qu'à la capacité de production, ils pensent qu'au rendement, qu'à la production, excuse, je confonds tout le temps les deux. Donc ton patron au-dessus de toi, tout ce qu'il voit lui, c'est les chiffres, production. Et toi, tu es la petite poule qui produit des œufs d'or pour lui. Et lui, il se concentre sur la capacité de production au détriment de ta santé, de ton dos, de ta santé mentale. C'est ça le plus important dans l'histoire. Et jusqu'au jour où tu deviens dégoûté. Tu deviens dégoûté de ton patron, tu deviens dégoûté des hommes, tu deviens dégoûté des gens qui gagnent de l'argent, tu deviens dégoûté du capitalisme tout entier, en fait. Parce que on est habitué à vivre dans un monde où il y a un déséquilibre en fait entre la production et la capacité de production, et on met tout en œuvre pour exploiter un maximum la production, et où on néglige énormément la capacité de production, à savoir nous les êtres humains, nous les gens qui travaillons à l'usine, qui produisons pour les grands patrons. Et après, attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai connu des patrons, moi à titre personnel, qui avaient trouvé cet équilibre, et je peux vous dire que ça change énormément de choses, notamment sur l'aspect mental. Et donc petite Volvic, je sais plus où je voulais en venir avec tout ça, mais bref, c'était l'introduction équilibre PCP. J'espère que tu auras compris en fait cette notion, parce que c'est une notion qui est ultra importante dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on comprend ça et qu'on essaye de l'appliquer dans sa vie, je pense qu'il y a de grandes chances que vous vous rendiez compte qu'il y a déséquilibre dans beaucoup de choses, et que pour y remédier, il suffit de prendre les choses en main. Et justement, quelle belle transition, on va rentrer dans le premier chapitre, première habitude de ce bouquin, qui parle justement de prendre les choses en main et de prendre conscience de sa façon de voir les choses dans la vie. Et cette première habitude s'appelle tout simplement « Soyez proactif ». Et donc, que veut dire « Soyez proactif » ? Moi, j'ai réécrit... Donc, je vais te dire, pour chaque chapitre, j'ai essayé de trouver un autre titre équivalent qui veut dire la même chose. Donc, la première habitude s'appelle « Soyez proactif ». Moi, je l'ai renommé « Changer de paradigme ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc, on va y venir. Je feuillete. Habitude numéro 1, soyez proactif. Qu'est-ce qu'être proactif ? Mais déjà, qu'est-ce qu'un paradigme ? Donc, un paradigme, pour te résumer brièvement, je vais essayer d'être clair. Paradigme, c'est synonyme de point de vue, de façon de voir les choses. Donc, je vais essayer de t'imaginer ça de la manière suivante. Tu as deux personnes qui regardent à l'horizon. T'en as une, elle va voir les nuages, les montagnes, les arbres, le vent qui souffle dans les feuilles, etc., etc. Les oiseaux qui s'envolent, le soleil qui brille, le petit papillon qui passe. Et la deuxième personne qui regarde exactement le même horizon. Donc la deuxième personne, elle va voir les maisons, les bâtiments, l'usine qui est en train de polluer, où tu vois la fumée qui s'envole dans le ciel, tout ça. Et là,
tu as l'image d'un paradigme. Tu as deux personnes, un même horizon, un même point de vue, et pourtant, il y a deux paradigmes différents. Et donc, dans cette première habitude, soyez proactif. Ce qui veut dire derrière, en gros, c'est que vous êtes le programmeur. Vous êtes le programmeur de votre propre vie. Et que malgré le fait qu'on vous a programmé certains paradigmes, en fait, par avance, de par l'éducation, de par la société autour de vous, de par l'environnement dans lequel vous avez grandi, eh bien, en prenant conscience de ça, en prenant conscience de toutes ces notions autour de vous qu'on vous a imposées indirectement d'ailleurs, c'est pas néfaste, hein. Enfin, ce que je veux dire, quand j'en parle comme ça, c'est pas pour en dire du mal, c'est juste comme ça en fait, c'est la vie, c'est juste normal. Là où ça pose problème, c'est quand on s'enferme dans cette croyance que c'est la vérité et que cette réalité est inchangeable. Et justement, soyez proactifs, prenez les choses en main, soyez responsables, prenez conscience que tout ça peut changer. Il suffit simplement de changer de paire de lunettes. Comme on dit, sky is the limit, tu vois. La limite, c'est dans le ciel. Et donc, sous-entendu, il n'y a pas de limite parce que le ciel est infini. L'univers, l'espace est en perpétuelle expansion. Bref. Je vais te lire un petit passage du livre. En réalité, tant que nous ne prenons pas en compte notre manière de nous voir et de voir l'autre, nous sommes incapables de comprendre comment l'autre se considère, se ressent et voit le monde. Tant que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, nous ne faisons que projeter nos intentions sur ces comportements en appelant cela de l'objectivité. Entre le stimulus et la réponse, l'homme a la liberté de choisir. Cette phrase, je l'ai surlignée dans le livre. Liberté de choisir. Je suis sûr à 100% qu'il y a au moins une personne dans ton entourage qui n'arrête pas de dire « Ah, mais j'ai pas le choix ». Les gens qui disent « Ah, mais j'ai pas le choix », tu vois, j'ai pas les mots. Je fais un geste comme ça de ma main en mode « Va-t'en, va-t'en ». Parce qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas pris conscience que, ben si, on a le choix. Tout n'est question que de priorité. Ah, j'ai pas le temps de faire du sport. Ah, mais j'ai le travail, j'ai pas le choix, il faut aller au travail, machin. Et ben en fait, si derrière t'as pas le temps de faire du sport après le travail, t'en fais juste avant. Personne te demande en fait de faire une heure de course à pied. Personne te demande de faire 3 heures de muscu dans ta journée. Personne te demande d'aller faire 2 heures de cours de badminton, de foot ou je ne sais quoi en club 3-4 fois dans la semaine. Du sport, ça peut être 10, 15, 30 minutes maxi. Dans ta journée. 10 minutes. Fais 10 pompes. Tu te réveilles le matin, tu fais 10 pompes. Hop, t'as fait ton sport dans ta journée. Commence par ça. On a toujours le choix. Entre le stimulus et la réponse, l'homme a la liberté de choisir. Tu vois, je répète. Entre le stimulus, ah, peut-être que... Et la réponse, ah ben non, ben j'ai pas le choix. Eh ben si. On a la liberté de choisir. On va en revenir à la proactivité. Soyez proactifs. Donc le terme proactivité, il signifie qu'en tant qu'être humain, nous sommes responsables de nos propres vies. Nous avons l'initiative et la responsabilité de provoquer les choses. Donc en fait, ce chapitre, il est là pour qu'on prenne conscience de notre responsabilité en tant qu'être humain. Et donc je continue. Les individus réactifs se sentent souvent affectés par leur environnement. Si le temps est beau, ils se sentent bien. S'il fait mauvais, cela altère leurs sentiments et leurs performances. Les personnes proactives portent en elles leur propre temps. Elles sont guidées par certaines valeurs et si l'une de ces valeurs consiste à produire un travail de qualité, peu importe qu'il pleuve ou que le soleil brille. Ouais, là j'ai mal lu, mais parce qu'en fait dans ma tête je pensais à un exemple tout bête. J'aime bien faire du VTT. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, comme dirait ma mère. Et ben en fait je vais faire du VTT parce que ça me fait kiffer. Si demain il pleut, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Je vais pas attendre que Madame Météo elle me dise quel temps il va faire demain pour programmer ma journée. Et c'est là que se creuse l'écart entre les gens réactifs et les gens
proactifs, les gens réactifs qui ne réagissent qu'à travers leurs émotions, et les gens proactifs, qui sont conscients de leurs émotions, qui prennent le message véhiculé à travers celles-ci, mais qui derrière vont quand même agir en fonction de leur objectif. Voilà ce que ça veut dire, être proactif. Les réactifs se laissent piloter par leurs impressions, les circonstances, les conditions, l'environnement, tandis que les proactifs, eux, se dirigent en fonction de leurs valeurs, de valeurs auxquelles ils sont sérieusement réfléchis, sélectionnés, et qui sont devenues des valeurs internes. Donc voilà ce qu'il dit dans le bouquin. Mais tant qu'un individu n'a pas eu la force de se dire honnêtement qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause des choix qu'il a fait hier, et tant qu'il ne s'en persuade pas profondément, alors il se trouve dans l'incapacité de choisir autre chose. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons qui nous fait mal. Bien sûr, nous éprouvons parfois de la douleur physique, du chagrin, nous rencontrons des difficultés financières. Mais notre caractère, la base de notre identité, ne s'en trouve pas meurtri. Nos expériences les plus pénibles forment le creuset dans lequel se coule notre caractère et se développe notre pouvoir intérieur, notre liberté de gérer ces difficultés à l'avenir et d'inciter notre entourage à agir ainsi. Donc voilà pour conclure ce premier chapitre, soyez proactifs. Et tiens, là je tombe sur un petit tableau entre le langage réactif et le langage proactif. Comme ça, là, ça va mettre tout le monde d'accord. Quelqu'un de réactif qui ne réagit qu'à travers ses émotions. Ah, je n'y peux rien. Ah, je suis comme je suis. Ça me rend malade. Ils ne se permettront pas. Je suis obligé de le faire. J'ai pas le choix, je suis obligé. Je ne peux pas. Je dois. Si seulement. Avec des scies on referait le monde, comme dirait ma mère. Et puis d'autres diraient avec des scies on coupe du bois. Pour les plus terre à terre. Donc tu vois, quelqu'un qui va te dire j'y peux rien. Et pour quelqu'un de proactif, il dirait examinons les différentes solutions. Pour quelqu'un de réactif qui va te dire je suis comme ça, et puis voilà. Et quelqu'un de proactif, il va te dire je peux aborder le problème de manière différente. Il va pas rester fixé en mode c'est comme ça. Non, il va dire attends, comment je peux faire pour changer? Ça me rend malade. Non, je contrôle mes sentiments, je suis proactif, je prends les choses en main. Je peux pas, je dois, je suis obligé. Non, je choisirai une réponse appropriée, je choisis, je préfère, je ferai. Tu vois, c'est si seulement. Non, il n'y a pas de si, c'est juste non, je vais le faire. Je vais faire ça et c'est tout. Donc voilà pour un peu l'état d'esprit proactif. Ça paraît peut-être un peu dur, peut-être même que je m'exprime mal ou je ne sais quoi, mais de toute façon tu me le diras en commentaire, mais enfin voilà, j'essaye en tout cas de te transmettre ce que moi j'ai appris à travers tout ça. Donc là, je vais te lire un passage qui va illustrer tout ce chapitre. Donc en fait, en vrai, je sais même pas si j'ai le droit de lire des passages comme ça de livres en public, tu sais, avec les droits d'auteur et compagnie, mais tant pis, je le fais, puis on verra bien. Je cite: aborder une erreur de manière proactive consiste à la reconnaître rapidement, à la corriger et à en tirer une leçon. L'échec devient alors un succès. Le succès se situe tout au bord de l'échec, disait un jour J. Watson, je sais pas c'est qui, fondateur d'IBM. Ne pas reconnaître une erreur, ne pas la corriger, ne pas en tirer de leçon, équivaut à en commettre une nouvelle, d'un type différent. Cela conduit en général sur le chemin du leurre, du prétexte pour la personne qui l'a commise. Le raisonnement devient souvent une raison qui ment, qui se ment à elle-même et qui ment aux autres. Cette seconde erreur, ce travestissement, donne encore plus de force à la première, lui confère une importance disproportionnée et provoque des blessures internes encore plus profondes. Ce ne sont pas les actes de l'autre, ni même nos propres erreurs qui nous font du mal,
Mais nos réponses à tout cela. Courir après le serpent venimeux, une fois qu'il vous a mordu, ne sert qu'à accélérer la circulation du poison dans tout le corps. Il est beaucoup plus important de prendre tout de suite des mesures pour extraire le poison. La réponse que nous faisons à toute erreur affecte la qualité de chaque instant qui la suit. Il est primordial d'admettre instantanément nos erreurs et de les corriger, afin qu'elles n'aient aucun effet sur les instants suivants et que nous soyons en possession de toutes nos facultés. Donc je sais pas si tu auras compris quelque chose à tout ce charabia, parce que je lis très mal, mais en fait, si tu connais Jordan Peterson, qui est un psychologue que j'apprécie beaucoup, et ben en fait il parle aussi de ça d'une manière différente, et qu'en gros, prenez les choses en main, soyez proactif, soyez responsable. Voilà comment on pourrait résumer tout ça. Assumez vos responsabilités. Ah bah c'est pas moi, c'est lui qui a fait la connerie. Ben non, en fait, tu sais très bien que c'est toi. Ben en fait, tu le dis, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Derrière, tu en payes les conséquences, tu apprends ta leçon et tu deviens meilleur. Tu deviens pas meilleur parce que t'as fait une erreur. Tu deviens meilleur parce que tu en tires une leçon de ton erreur. Habitude numéro 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Donc moi j'ai redéfini ce deuxième chapitre par définir ses valeurs et se diriger en fonction de celles-ci. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, laisse-moi prendre mes notes. Et définir ses valeurs, direction d'action. Donc avant de vouloir diriger, il faut savoir où est-ce qu'on va en termes de valeurs, etc. Bon, je cite, gérer, c'est faire les choses comme il faut. Diriger, c'est faire ce qu'il faut. Gérer, c'est se montrer efficace en gravissant les échelons. Diriger, c'est décider du meilleur endroit où appuyer l'échelle. La constructivité n'est pas toujours liée à nos efforts, mais au fait que nous les déployons ou non à bon escient. Je suis certain que trop souvent, les parents se laissent aussi enfermer dans le paradigme de la gestion. Ils pensent contrôle, efficacité et règlement, au lieu de réfléchir à une direction, à un objectif, à une atmosphère familiale. Nos vies privées manquent encore plus de direction, car nous cherchons à les gérer avec efficacité, en nous fixant des objectifs et en les réalisant avant même d'avoir défini nos valeurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur qui on est, sur quelle définition on veut mettre sur notre personne, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes. Et en fonction de ces deux choses, eh bien, avancez là où vous voulez aller. Par exemple, ton kiff dans la vie, c'est de faire des pique-niques en plein milieu de la forêt. Et ton partenaire, lui, son kiff dans la vie, c'est de jouer aux jeux vidéo. Je sais pas où je vais avec cet exemple, mais je vais essayer d'aller tes valeurs, tu vois, aller se balader, pique-niquer, machin, le partage, la nature. L'autre, ses valeurs, ça va être le partage, mais à travers le virtuel. Le partage à travers l'action dans le virtuel, dans tout ça. Finalement, tu vois, on en revient au premier truc de... Les deux, ils voient la même chose, mais en fait, comme ils ont une paire de lunettes différentes, ils ont beau vouloir aller au même endroit, ils vont pas utiliser le même bateau pour l'atteindre, cet endroit. Et pour l'exemple quand ils parlent des parents, là, en fait, c'est l'exemple parfait parce que je pense qu'on a tous vécu range ta chambre, etc. Ouais. Mais en fait, pourquoi ranger ta chambre ? Je suis sûr qu'on t'a dit range ta chambre, c'est pour ton bien. Mais est-ce que derrière, on t'a expliqué la définition de ce bien ? Tu vois, est-ce qu'on t'a dit
c'est bien pour qui en fait? C'est ton bien, mais ton bien à travers les yeux de tes parents ou ton bien parce que tes parents t'ont inculqué la valeur de ce bien, tu vois? Il est là le problème. On veut diriger, on veut imposer, mais en fait on prend jamais le temps de discuter, on prend jamais le temps d'expliquer les choses parce que bah attends, il faut réfléchir et réfléchir, ben je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça rebute, tu vois. Bref, je cite: finalement, l'homme ne devrait plus demander quel est le sens de sa vie, mais il devrait au contraire se rendre compte que c'est à lui que se pose cette question. En résumé, la vie interroge chaque homme, et chaque homme ne peut répondre à la vie qu'en répondant à sa vie. À la vie, on ne peut répondre qu'en se montrant responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se poser des questions, c'est bien, voilà, quel est le sens de la vie, machin, qu'est-ce que je veux. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut se bouger le cul, et il faut avancer. Il faut tester des trucs pour se rendre compte, ah bah ça j'aime pas, ah bah ouais ça j'aime, et etc. etc. Et en fait, je vois deux façons de faire cela. La première, avancer vers les choses qu'on pense avoir envie, qu'on pense qui nous intéressent, etc. Ah j'aime ceci, cela, hop, tu te diriges en fonction de ça. La deuxième, se diriger en fonction de ce qu'on n'aime pas. Ah mais j'aime pas ça, hop, et puis tu vois la stratégie de... Comment on appelle ça? Stratégie. Mais en gros, tu balayes le passage, tu vois, hop, 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 t'enlèves la merde, hop, hop, hop. Et puis petit à petit, ton chemin, il prend forme. Petit à petit, ton chemin, il devient propre et lumineux. Habitude 3, donner la priorité aux priorités. Celui-là, je l'ai renommé en savoir dire non. Une notion encore ultra importante dans la vie de tous les jours, savoir dire non. T'as déjà entendu cette phrase, si tu sais pas dire non, quelle est la valeur de ton oui? Je te laisse méditer sur cette phrase. Étymologiquement parlant, discipline est issue de la même famille de mots que disciple. Nous sommes disciples d'une philosophie, disciples d'un ensemble de principes, d'un ensemble de valeurs, d'un objectif premier, d'un but suprême ou d'une personne qui représente ce but. Et donc dans le fait de savoir dire non, moi à titre personnel ça m'évoque Albert Camus, L'homme révolté. Pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle, et pour les autres, ben allez lire Albert Camus, parce que c'est pas là tout de suite que je vais vous parler de ça. Savoir dire non, ça veut dire aussi s'affirmer dans un sens. Et ben en fait c'est s'affirmer, se respecter. Si tu ne te respectes pas, comment tu peux respecter les gens autour de toi? Tu vois, c'est un exemple qui me vient là. Apprendre à dire non. Quand tu commences à travailler sur toi-même, que ce soit en lisant des livres, en faisant du sport, en discutant avec les gens, bref, en vivant ta vie, quoi. T'apprends sur toi, t'apprends à te connaître, t'apprends à découvrir qui tu es. Tu découvres tes préférences, tu découvres ce que tu aimes moins. Tu apprends surtout tes limites. Et donc l'exemple qui me vient en parlant de ça, c'est dans la vie de couple, tu vois, moi ce qui est ultra compliqué, voilà, je te fais une confidence, c'est de partager des moments de convivialité, parce qu'en fait j'aime pas ça. Pour moi convivialité c'est égal à inconfort et à calvaire. Mais bref, tu me comprends. Et si tu me comprends pas, c'est pareil. Et donc ce qui est ultra délicat dans une vie de couple, quand tu es comme ça, c'est que ben, quand ces moments-là arrivent, tu vois, repas de famille, invitation des amis, etc., etc., ben, comment tu fais pour expliquer ça aux gens? C'est ultra délicat, d'autant plus si la personne avec qui tu vis, elle, c'est son kiff suprême, tu vois. Et donc sans rentrer dans les détails de ma vie perso, je vais essayer d'approfondir ça. Moi, ce que je mets en place, ben en fait, c'est que j'assume, tu vois. Je dis non, je dis stop,
Je dis, j'ai fait du travail sur moi depuis que j'ai 12, 15, 17, 18, 20, 25 ans et encore maintenant. Je fais du travail sur moi pour apprendre à me connaître, pour apprendre où sont mes limites dans les relations, particulièrement dans les relations, parce que ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie, mais bref. Maintenant je dis non, maintenant je dis stop. Et j'explique, je dis, bah voilà, avec le temps, j'ai mesuré certaines choses dans ma vie, j'ai mesuré certaines choses en moi, et je sais que mes limites sont là, boum. Au bout d'un certain temps, je n'en peux plus. Au bout d'un certain temps, mon quota d'échange avec les autres, hop, il est saturé, j'ai besoin de couper court. Et donc, ça peut créer du conflit. Beaucoup d'incompréhension, ça c'est certain. Mais en fait, quand t'as fait un réel travail sur toi et que derrière, du coup, t'es capable de l'expliquer, ben, la balle, elle est dans le camp des gens en face. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Ce n'est pas un mal en soi que d'exprimer et affirmer qui on est. Dans la mesure où on a fait le travail derrière pour venir apporter des explications concrètes et palpables, tu vois. Et simplement dire, ah bah j'ai pas envie, non, ça c'est pas un argument, j'ai pas envie, tu vois, on en revient tout à l'heure, c'est juste être réactif à une émotion. Mais être proactif, c'est faire un travail sur soi pour ensuite venir apporter de la matière pour expliquer quelque chose, tu vois. Et là, dans ce cas précis, c'est pour expliquer qui on est, pour dire non, là il y a mes limites, si je les dépasse, je vais pas me respecter, si je me respecte pas, comment je peux respecter notre relation? Parce que là, on était dans l'exemple de la vie de couple, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à ma partenaire, tu vois, à dire, bah attends, mais là je me respecte pas, comment je peux respecter les gens? C'est un non-respect que d'accueillir des gens, alors que là j'ai juste envie de les envoyer chier, tu vois. Et donc bref, j'arrête de te parler de ma vie, je voulais juste appuyer cette notion de troisième habitude, savoir dire non. Il faut oser dire non, et vous verrez que ça va vous libérer d'un poids que vous soupçonnez même pas. Ça fait du bien d'en parler de tout ça. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. Si c'est le cas, enfin bref, que je sois clair ou que je ne sois pas clair, je tiens à ce que tu me le dises en commentaire, parce que moi ça va m'aider par la suite à m'améliorer dans le contenu que je peux proposer. Je sais que là ça va être très brouillon, parce que en fait je veux pas chercher à me justifier, tu vois, conditions un peu merdiques, etc. Mais je suis aussi plus qu'un amateur, j'apprends sur le tas à me servir du matériel, d'un micro, à gérer une émission comme un podcast, etc. Je suis tout seul, j'ai mon livre, j'ai mes notes. Et je suis paumé en fait. Et là voilà, je te le dis, je suis paumé. Peut-être que je suis en train de faire c'est de la merde. En fait tu me le dis comme ça, si vraiment c'est de la merde et que la majorité des gens me le disent, peut-être que j'arrêterai, ou en fait peut-être que je vais juste faire ce qu'il faut pour m'améliorer. Donc je tiens à ce que tu me le dises, que ça soit bien, et surtout si c'est de la merde. Je tiens à ce que tu me le dises encore plus. Donc pour finir sur ce chapitre 3, parce qu'en fait là je pars dans tous les sens, puis moi-même je me paume, je vais continuer à te lire, à t'énumérer des passages du bouquin que moi j'ai surlignés qui me paraissent pertinents. Donc l'ennemi du mieux est souvent le bien. Je te laisse méditer là-dessus. Rappelez-vous que vous dites toujours non à quelque chose. Même si ces urgences semblent votre bien, ce bien, si vous le laissez l'emporter sur vous, vous retiendra souvent de faire mieux, d'apporter vos petits plus. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que il faut pas juste bien faire les choses. Il faut chercher à les optimiser régulièrement. Parce qu'en fait, en restant juste « Ah bah c'est bien », ouais c'est bien, mais en fait ça pourrait être tellement mieux. Je pense que c'est du gâchis que de dire « Ah bah c'est bien, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien, c'est bon, on arrête tout ». T'imagines l'angoisse ?
Si l'on ne brûle pas intérieurement de répondre par oui à certaines priorités, il est alors pratiquement impossible de renoncer au cadre 3, aux activités qui nous font bien voir des autres, ou au plaisir qu'apporte une petite escapade. En revanche, lorsque vous possédez une conscience de vous-même suffisante pour analyser votre programme, lorsque vous possédez l'imagination et la conscience nécessaires pour en créer un nouveau, unique, axé sur des principes justes et auxquels vous pourrez dire oui, vous possédez alors suffisamment de volonté indépendante pour renoncer avec le sourire à ce qui n'est pas important. Bon, moi ça je vais pas le laisser, parce que c'est ce que je viens de t'expliquer avec le fait de mettre des limites. La discipline et les plans imposés par l'extérieur donnent aux gens l'impression qu'ils n'ont pas à être tenus pour responsables des résultats. Alors là, cette phrase, retenez-la bien, parce qu'en fait, à elle seule, elle résume toute la société moderne. Je vais te la relire. La discipline et les plans imposés par l'extérieur donnent aux gens l'impression qu'ils n'ont pas à être tenus pour responsables des résultats. Je vais essayer de te reformuler ça avec d'autres mots. La discipline, la doctrine et les plans imposés par la société, par l'État, etc. donnent aux gens, le bas peuple, l'impression qu'ils n'ont pas à être tenus pour responsables des conséquences de leurs choix dans leur vie. Ça te parle mieux comme ça ? Savoir dire non, notion de responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive à 95%. Il faut donc organiser vos propres priorités au lieu de donner priorité à ce qui figure sur votre emploi du temps. Il vous sera plus facile d'agir ainsi. Et oui, on a tous des priorités dans la vie. À nous de savoir les organiser dans le bon ordre pour en tirer un maximum de bénéfices. Donc du coup, pour optimiser au mieux sa vie, nous dépendons essentiellement de notre volonté, de notre autodiscipline, de notre intégrité et de notre engagement, non pas envers des buts à court terme et des impulsions soudaines, référence aux gens réactifs, mais envers de justes principes, envers nos plus profondes valeurs, envers tout ce qui confère un sens et un cadre à nos buts, à nos plans et à notre vie. Et là, c'est la ref aux gens proactifs. Donc tout ça, voilà, c'est encore une phrase qui illustre bien cette notion de proactivité, savoir dire non, savoir où on veut aller. Dites-vous bien que ce sont nos attentes qui créent nos frustrations et que ces attentes sont souvent l'image de nous-mêmes que nous renvoie le miroir social plutôt que le reflet de nos valeurs et de nos priorités. Cette phrase, elle me fait penser à quelque chose que Jordan Peterson il dit une phrase du genre, je vais essayer de te la redire. Il faut faire attention à ce qu'on veut. Il faut faire une distinction entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Quand tu réfléchis, quand tu fais quelque chose, est-ce que c'est parce que tu le veux ou est-ce que c'est parce que tu as besoin ? Pose-toi la question 5 minutes, réfléchis sérieux et tu vas te rendre compte que la plupart du temps, je suis prêt à parier que tu fais les choses parce que tu en as envie. Et donc Jordan Peterson, il met l'accent sur ça de faites attention à bien distinguer ce que vous voulez, et ce que vous avez besoin, et ce dont vous avez besoin, parce qu'en fait, il y a énormément de chances que vous vous trompiez sur ce que vous avez envie. Et à contrario, en vous focalisant sur vos besoins respectifs, vos besoins personnels, vos besoins en tant qu'être humain, etc., vous avez très très peu de chances de vous tromper en fait. Et que les bénéfices, même si c'est à long terme, vous les aurez. Il y aura toujours des retombées. Vous allez récolter les fruits de ce que vous aurez planté. Mais en fait, c'est exactement l'illustration d'une personne réactive et d'une personne proactive. La personne réactive qui va juste se diriger en fonction de ses envies. Ah, aujourd'hui il fait beau, machin, j'ai envie de ceci, cela, machin. Au détriment de ce qu'il aurait réellement besoin. Il a de la paperasse à finir, il a des contrats à signer, il faut qu'il fasse sa vaisselle, machin, tu vois, ça c'est des besoins, c'est des priorités en fait. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et ah oui, bah on a envie de ceci, cela, sauf que non, attends, il y a des besoins primordiaux qui passent avant.
Tu sais que ça me fera toujours penser à cette histoire quand j'étais au collège. Une prof nous avait raconté que un petit jeune qui jouait tellement aux jeux vidéo qu'il en avait oublié de manger, de se nourrir, et il est mort. Le gars est mort en jouant aux jeux vidéo parce qu'il était tellement imprégné par son jeu, il avait tellement envie de jouer, et il a oublié son besoin primitif de se nourrir, tu vois. J'ai toujours trouvé ça fou. Donc voilà, c'était la fin pour l'habitude 3. Donc pour l'habitude 4, 5, 6 et la septième, je vais pas aborder le sujet. Là, on est déjà bientôt à 50 minutes. Je suis parti dans tous les sens. Je sais même pas si le podcast dans son ensemble, il va être vraiment écoutable. Je sais pas si ça se dit, mais tant pis. Donc je vais simplement survoler tout ça et je te laisserai découvrir ce livre de ton propre chef, parce que je t'invite grandement à te le procurer. Donc l'habitude 4, ça aborde la notion de gagnant-gagnant. L'habitude 5, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Donc ce qui pouvait dire à savoir écouter et apprendre à moins parler. L'habitude 6, profiter de la synergie. Et l'habitude 7, attends, je l'ai pas sous les yeux, je cherche. L'habitude 7, en fait, c'est une globalité des 6 premières, quoi. Aiguisez vos facultés. En gros, l'habitude 7, c'est de prendre l'habitude de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est comme ça que je le comprends, moi, en tout cas, tu vois, toujours chercher à optimiser les choses. Ok, c'est bien, mais en fait, ça peut être mieux. Et quand c'est mieux, faut pas lésiner, en fait, faut toujours die, comme j'aime dire. C'est pas parce que c'est bien et que c'est par la suite encore mieux qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours avancer, il faut toujours assumer. Le moindre écart, ça remet tout en condition. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais tenter de faire quelque chose de tout ce qui vient d'être dit. Et si tu entends ces dernières paroles, c'est que j'estime que cet audio est potable. Et sinon, en fait, tu n'entendras jamais ces mots, donc là, je parle tout seul. Donc voilà, je te laisse pour aujourd'hui. Lisez des livres, privilégiez les livres plutôt que les écrans, quels qu'ils soient. Et voilà, sur ces belles paroles, je m'en vais. Je retourne à mes occupations.